L'univers est magnifique, immense, complexe, dynamique. Par là, je veux dire qu'on ne le comprend pas toujours. On a du mal à prédire, à décrire, même à expliquer certains phénomènes cosmiques. Mais l'humain n'aime pas rester dans l'inconnu. C'est pourquoi, pendant un siècle, la physique a construit deux piliers colossaux. D'un côté, on a la relativité générale d'Einstein, une théorie fabuleuse qui décrit comment la matière courbe l'espace, et comment cette courbure dicte le mouvement des corps. Une théorie qui a prédit les trous noirs, les ondes gravitationnelles, et qui nous offre une vision élégante de l'univers à grande échelle. Et de l'autre, on va avoir la mécanique quantique, un monde miniature rempli d'incertitudes, de superpositions, de probabilités, où les objets peuvent être à plusieurs endroits à la fois, et où la réalité semble n'exister que lorsqu'on l'observe. C'est grâce à cette théorie qu'on comprend les atomes, qu'on fabrique les ordinateurs et même que les étoiles brillent. Ces deux visions sont incontestablement vraies, chacune dans son domaine. Mais il y a un problème, un gros problème. Elles sont totalement incompatibles. Quand on essaie de combiner la relativité générale et la mécanique quantique, par exemple dans les zones extrêmes de l'univers, comme au cœur des trous noirs ou aux premiers instants du Big Bang, eh bien, les équations explosent. Les infinis apparaissent. Les lois se contredisent. La physique ne sait plus quoi dire. C'est comme si on avait deux langues différentes valables, mais aucun traducteur pour nous aider à les interpréter. Et c'est là que naît l'un des plus grands défis de la physique moderne. Unifier ces deux piliers. Trouver une théorie quantique de la gravité. Une théorie capable de décrire l'espace, le temps et la matière, dans un seul langage. Plusieurs pistes ont été explorées. La plus célèbre, la théorie des cordes. Mais il en existe une autre, bien plus discrète, moins médiatisée, mais redoutablement efficace, la gravitation quantique à boucle. Et si elle a un nom un peu étrange, c'est parce qu'elle propose une idée radicale. Et si l'espace-temps lui-même était fait de boucles? Et si le tissu de l'univers, ce qu'on appelle l'espace-temps, était en réalité tissé de grains élémentaires, comme un immense filet quantique? Alors, on va plonger dans ce modèle fascinant. On va comprendre d'où il vient, comment il reformule notre vision de la réalité et pourquoi certains pensent que c'est le futur de la physique. Alors accrochez-vous, on part explorer un monde où l'espace est compté, où le temps ne pourrait pas exister et où l'univers, au lieu d'être continu, serait peut-être pixelisé. On part explorer cette théorie qui pourrait tout changer, la gravitation quantique à boucle. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un très gros sujet, la gravitation quantique à boucle. J'en avais déjà fait un documentaire, sauf que là, je me suis dit, on va en refaire une version, et cette fois, beaucoup plus complète, parce qu'il y a des choses que j'avais pas dit dans la dernière vidéo, que je voulais apporter ici. Avant qu'on commence, sachez que cette vidéo était disponible un jour avant sur Spotify, donc il y en a qui l'ont découvert avant vous. Et ça c'est possible parce que sur mon podcast Mystère Étoile sur Spotify, je poste toujours mes vidéos un jour avant là-bas. Vous êtes bientôt 40 000 à suivre mon podcast, merci beaucoup pour ça. Mais si voir les vidéos un jour en avant-première vous suffit pas, eh bien vous pouvez devenir membre de cette chaîne. Ça vous permet d'avoir des avantages exclusifs, comme être mis en avant en commentaire pour que moi je puisse vous répondre plus facilement, mais aussi voir les vidéos en avant-première, pas seulement un jour avant cette fois, mais parfois une semaine avant. Donc voilà, pour aller voir mon podcast Spotify, il y a le QR code ici, et pour rejoindre la chaîne, il y a le QR code ici, mais il y a aussi les liens en description et en commentaire épinglé. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'ai une petite question pour vous. À quelle heure est-ce que vous regardez cette vidéo? Je sais que beaucoup de gens regardent mes vidéos la nuit, apparemment, donc je pense qu'il y aura beaucoup de 2 heures, 3 heures, 4 heures peut-être. Et si c'est votre cas, sachez que on est pareil, parce que je me couche aussi très tard, et parfois je peux regarder des vidéos jusqu'à très tard, jusqu'à 2, 3 heures du matin, et parfois même écouter des vidéos pour m'endormir. Donc peut-être que c'est le cas avec cette vidéo, et si c'est le cas, bah, bonne nuit à vous. Donc voilà, dites-moi ça, sur ce, je vais pas vous embêter de plus longtemps, on est parti. Unir la relativité générale et la mécanique quantique, c'est l'un des plus grands défis de la physique moderne. Et c'est plus qu'une simple ambition esthétique. C'est une nécessité logique. Parce qu'on sait que dans certains contextes, les théories doivent agir ensemble. Dans les premiers instants de l'univers, à l'intérieur des trous noirs, ou dans les tentatives d'unification des forces fondamentales par exemple. Et pour ça, on a besoin d'un cadre qui parle à la fois d'espace-temps et de mécanique quantique. Et c'est justement là qu'apparaissent les deux tentatives aux théories du tout, comme la théorie des cordes ou la théorie de la gravitation quantique à boucle, qui nous intéresse ici. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Et d'où elle vient, cette idée de boucle? Eh bien pour comprendre tout ça, revenons en arrière. La gravitation quantique à boucle, ou Loop Quantum Gravity, naît dans les années 1980 grâce notamment aux travaux de Carlo Rovelli, A.B.H. Tekar et Lee Smolin. À l'époque, les tentatives d'unifier gravité et quantique avec des outils standards échouaient toutes. Et surtout, la théorie des cordes, très prometteuse, imposait une vision de l'univers avec 10 ou 11 dimensions.
des entités fondamentales étendues et beaucoup d'éléments spéculatifs comme des branes, ou encore la supersymétrie. Ce qui en laisse plus d'un perplexe au vu de la complexité que ça amène. Les chercheurs qui développent la gravité quantique à boucle veulent une approche plus sobre, plus ancrée dans la relativité générale elle-même. Et donc, plutôt que de rajouter des dimensions ou des entités, ils décident de quantifier la relativité directement, de prendre Einstein au sérieux jusqu'au bout. Et là, surprise, quand on applique les outils quantiques à la structure de l'espace-temps lui-même, on découvre que l'espace n'est plus continu. Il est fait de petites unités, comme des atomes d'espace. Et ces unités sont reliées entre elles par des boucles, ou plutôt des réseaux, qu'on appelle spinform ou spin network. Et vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer après. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que la gravité quantique à boucle naît d'un besoin. Garder les fondations de la relativité, les marier avec la rigueur de la quantique, sans rajouter d'hypothèses extravagantes. C'est un projet ambitieux, radical, mais fascinant. Mais avant de rentrer dans le détail de ce qu'est vraiment cette théorie qui va bouleverser notre vision de l'univers à tout jamais, on va revenir sur ces fameuses deux grandes théories, mécanique quantique et relativité générale. Parce que c'est vrai ça. Pourquoi ces deux théories, si essentielles pour nous, ne sont-elles pas compatibles ? Eh bien oui, pour celles et ceux qui n'êtes pas au courant, depuis plus d'un siècle, la physique repose sur deux théories que tous semblent opposer, et pourtant qui fonctionnent à la perfection, mais chacune dans son domaine. Et on va commencer tout de suite par la relativité générale. La grande œuvre d'Albert Einstein. Publiée en 1915, cette théorie ne se contente pas de dire comment les objets bougent. Elle dit pourquoi ils bougent. Et surtout, elle change radicalement notre vision de l'espace et du temps. Dans la relativité, l'espace et le temps ne sont pas des choses fixes. Ils ne sont pas séparés, ils forment une seule et même entité, l'espace-temps. Et cet espace-temps, eh bien il est souple. Il peut se courber, se dilater, se contracter. Et c'est cette courbure provoquée par la masse ou l'énergie qui donne naissance à ce qu'on appelle la gravité. Ce n'est plus une force mystérieuse à distance comme le pensait Newton. C'est juste la géométrie qui change. Et les objets suivent naturellement cette courbure. Alors, oui, c'est un peu compliqué à se visualiser tout ça. Donc, on va imaginer que l'univers est une nappe immense, tendue. Cette nappe, c'est l'espace-temps. Elle est faite d'un tissu invisible qui combine l'espace. Droite-gauche, au bas, devant-derrière. Et le temps. Qu'est-ce que tu ressens en vieillissant ou en bougeant ? Quand il n'y a rien dessus, la nappe est plate, calme, uniforme. Mais dès qu'on y pose une boule lourde, que ce soit une planète, une étoile, un trou noir, la nappe se déforme. Et plus précisément, elle s'enfonce. Et cette courbure change la manière dont d'autres objets se déplacent à proximité. Pas parce qu'ils sont attirés mystérieusement, mais parce qu'ils suivent les plis du tissu. Une planète, par exemple, ne fait que suivre la pente de la nappe autour du Soleil. Elle tombe constamment. Mais comme l'espace lui-même est incurvé, elle tourne en rond. C'est ça, la gravité selon Einstein. Mais ce tissu n'est pas fait que d'espace. Il est aussi traversé par le temps. Chaque point de la nappe contient une petite flèche qui pointe dans le futur. Et quand la nappe est courbée, ces flèches changent d'inclinaison. Ce qui veut dire que le temps lui-même ralentit ou s'accélère selon l'endroit où on se trouve. Tout ça, la relativité générale, est extrêmement efficace à grande échelle, à l'échelle des galaxies, des étoiles, de l'univers entier. Mais elle fonctionne de moins en moins à mesure que l'échelle se rapetisse, jusqu'à atteindre une échelle où elle n'a plus aucun sens. Mais là où une autre physique naît, la mécanique quantique, complètement différente, complètement déroutante, mais tout aussi vraie. Alors, qu'est-ce que c'est ? Bon, déjà, il faut savoir qu'on ne parle plus de planètes ou de galaxies. Non. Ici, on va parler d'atomes, de photons, de quarks. Des particules si petites qu'on ne peut même plus les concevoir, comme des billes. Dans ce monde-là, les lois classiques s'effondrent. Les objets n'ont pas de position bien définie. Ils sont dans des superpositions d'états. Ils peuvent être ici et là, en même temps. L'information ne se propage pas de façon classique. Et il existe même des intrications. C'est-à-dire que deux particules séparées par des années-lumière peuvent rester liées, comme si elles communiquaient instantanément. C'est un monde probabiliste où l'observation change la réalité. Et pourtant, ce monde régit absolument toute la matière. Les lasers, les semi-conducteurs, les IRM, les GPS, la chimie, l'électronique, tout ça fonctionne grâce à la mécanique quantique. Mais alors, où est le problème ? Eh bien le problème, c'est qu'on ne peut pas les combiner. Je m'explique. Quand on tente de faire interagir les deux, par exemple en voulant appliquer la relativité générale à une particule quantique, ou la mécanique quantique à un champ gravitationnel,
les équations se mettent à produire des absurdités, des infinis, des résultats non physiques, des prédictions sans sens. Mais on va prendre un exemple concret que vous connaissez très bien, les trous noirs. Selon la relativité, au cœur d'un trou noir, la densité devient infinie. D'ailleurs, pour les connaisseurs, on appelle ça une singularité. Mais en mécanique quantique, les infinis sont inacceptables. Ça veut dire que la théorie ne marche plus. Idem pour le Big Bang. La relativité nous dit qu'au tout début, toute l'énergie de l'univers était concentrée en un point infiniment petit et dense. Mais là encore, la physique s'effondre. Aucune des deux théories ne peut prédire ce qui s'est passé au moment zéro. Mais c'est pas tout. Qui dit deux visions, dit deux vocabulaires différents. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Par exemple, la relativité parle de courbure continue, alors que la quantique parle de discrétisation de quanta. Autre exemple, la relativité est déterministe, alors que la mécanique quantique est probabiliste. En fait, ces deux théories décrivent deux couches du monde, mais sans interface commune, sans point qui pourrait les lier. Et c'est là qu'entre en jeu le besoin d'une gravité quantique. Une théorie qui dirait non pas quelle est la gravité d'un objet, mais plutôt et si la gravité elle-même était un phénomène quantique. Alors pause. Pourquoi on parle de gravité quantique ? Pourquoi associer cette force au monde quantique ? Eh bien, parce que la gravité est la seule force fondamentale qui résiste à l'échelle quantique. Parce que dans notre cadre actuel, la gravité est une déformation de l'espace-temps provoquée par la masse. Mais à l'échelle quantique, on ne parle pas de planètes ou d'étoiles, on parle de particules. Et ces particules ont une masse si minuscule qu'elles n'exercent presque aucune influence gravitationnelle. En tout cas, leur effet est littéralement négligeable. Du coup, dans les équations de la mécanique quantique, la gravité ne figure même pas. Et pourtant, on aimerait bien l'unifier avec les autres forces. Mais pour ça, il faut qu'elle apparaisse dans le même langage. Alors les physiciens ont essayé de quantifier la gravité, de l'intégrer comme on le fait avec les autres forces, comme l'électromagnétisme via les photons. Ils ont postulé une particule hypothétique, le graviton. Une particule sans masse qui transporterait la force gravitationnelle. Mais là, tout explose, littéralement. Quand on traite la gravité comme un champ quantique classique, les équations deviennent infinies, les intégrales divergent, et aucune méthode ne permet de renormaliser tout ça proprement. C'est un peu comme vouloir régler un moteur trop complexe. À chaque tour de vis, au lieu d'ajuster, il double de volume. On perd totalement le contrôle. C'est ce qu'on appelle une théorie non renormalisable. Et c'est précisément là que la physique bute, depuis des décennies. Soit, on n'a pas encore trouvé la bonne manière de le faire. Mais bref, parler et trouver une gravité quantique, c'est faire le premier pas vers cette fameuse théorie du tout. Une seule équation capable d'expliquer et de décrire tous les phénomènes connus, visibles ou non, à n'importe quelle échelle. Donc unir mécanique quantique et la relativité générale. C'est l'un des plus grands défis de la physique moderne. Et c'est plus qu'une simple ambition pratique. C'est nécessaire. Parce qu'on sait que, dans certains contextes, les deux théories doivent agir ensemble, comme dans les tout premiers instants de l'univers ou dans les trous noirs. En fait, unifier ces deux théories, c'est répondre à une question fondamentale. Comment l'univers a-t-il commencé ? Et que se passe-t-il quand on pousse les lois de la physique dans leur dernier retranchement ? C'est ce genre de question qui a poussé les physiciens à explorer de nouvelles voies. Et justement, au XXe siècle, plusieurs tentatives majeures ont vu le jour pour résoudre ce casse-tête. La première, peut-être la plus célèbre, la théorie des cordes. Pour faire très simple, dans les années 70-80, une idée révolutionne tout. Et si les particules n'étaient pas des points, mais des cordes vibrantes ? Chaque vibration donnerait une particule différente. Et parmi elles, devinez quoi ? Une corde vibre, comme un graviton. La théorie des cordes unifie naturellement la gravité avec les autres forces. Mais elle impose des conditions très dures. Tout d'abord, elle nécessite un univers à 10 dimensions, avec des entités complexes comme des branes, la supersymétrie ou encore la compactification. Et c'est une piste prometteuse, mais hautement spéculative. D'autres physiciens ont tenté d'intégrer la gravité à la mécanique quantique de manière progressive, comme une perturbation du vide. Mais ces tentatives échouent pour des raisons similaires. La structure même de la relativité n'aime pas être linéarisée. Et si le vrai souci venait de notre manière de penser l'espace et le temps ? Toutes les autres forces dont la nature sont décrites dans l'espace-temps. Mais la gravité, elle, décrit l'espace-temps lui-même. C'est comme vouloir dessiner une carte sur une feuille, qui serait faite de la même encre que le stylo. Tu ne peux plus séparer le support du contenu. Et donc,
tu ne peux plus appliquer des méthodes classiques. C'est dans ce contexte qu'émergent des idées radicales. Peut-être que l'espace-temps n'est pas fondamental, mais émergent. Peut-être qu'il existe une structure discrète, un genre de code source de la géométrie. Ici, vous avez devant vous les idées qui vont donner naissance à une idée encore plus puissante, la gravitation quantique à boucle. Elle ne cherche pas à forcer la gravité dans un moule quantique. Elle repart de la relativité d'Einstein elle-même et la quantifie à la racine. Au lieu d'imaginer un espace lisse, continu, infini, la gravité quantique à boucle suggère que l'espace est tissé de quanta. Mais c'est quoi un quanta? Eh bien en fait, il s'agit de la plus petite mesure indivisible d'énergie, de quantité de mouvement ou de masse. Chaque quanta, ou grain d'espace, aurait une taille minimale, de l'ordre de la longueur de Planck, environ 10 puissance moins 35 mètres. Le temps ne serait plus une horloge fluide, mais une succession d'instants quantiques. Un peu comme si le film de l'univers était composé d'images discrètes, mais projetées si vite qu'on n'en perçoit que le mouvement global. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir cette fameuse théorie de la gravité quantique à boucle. Mais avant, petit résumé. Si on fait tout ça, eh bien c'est parce que la gravité refuse de se plier aux règles de la quantique classique. Les approches standards échouent à donner des résultats cohérents. Donc on s'est tourné vers la théorie des cordes, qui offre une piste ambitieuse, mais malheureusement hautement spéculative. On s'est questionné sur la structure même de l'espace-temps, et c'est ainsi qu'on a repensé la géométrie, et peut-être même la nature du réel. C'est comme ça qu'est née une des plus belles théories de la physique moderne, la gravitation quantique à boucle. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle dit cette théorie? Et sur quoi elle se base? Bon, jusqu'ici, on a vu pourquoi la gravité refuse de coopérer avec la mécanique quantique, et comment la théorie des cordes propose une solution en introduisant des dimensions cachées et des cordes vibrantes. Mais il existe une autre approche plus radicale. Et si l'espace lui-même était quantique? Et non, c'est pas juste une idée poétique. C'est tout l'objectif de la gravité quantique à boucle. Une tentative pour quantifier directement la structure de l'espace-temps sans rien ajouter, sans dimension supplémentaire et surtout sans toile de fond. On va plonger ici dans les bases de cette théorie, où l'espace n'est plus continu, mais granulaire, tissé, pixelisé. Mais repenser à Einstein, ce n'est pas quelque chose de facile, au contraire, à moins qu'on trouve son fondement et qu'on l'utilise contre elle. Parce que la relativité générale, telle qu'Einstein l'a formulée, repose sur une entité centrale, la métrique. C'est elle qui dit comment mesurer une distance, un angle, un intervalle de temps. Mais quand on veut quantifier cette métrique, les maths deviennent infernales. C'est alors qu'en 1986, un physicien indien, A.B.H. Tekar, propose une révolution. Reformuler la relativité générale avec des variables plus simples, plus proches de celles qu'on utilise en mécanique quantique. Plutôt que de manipuler des longueurs d'onde ou des distances, Tekar introduit des nouvelles métriques. On retrouve par exemple le champ de connexion nommé AA, et qui est un peu comme un champ magnétique, c'est-à-dire qu'il décrit comment l'espace s'enroule localement. On retrouve aussi une autre métrique un peu spéciale, la densité de triade, qu'on appelle EE, et qui encode les longueurs de l'espace dans cette nouvelle version de la relativité. Résultat, on obtient une version de la relativité qui ressemble beaucoup à une théorie de jauge, comme celle utilisée pour décrire les autres forces fondamentales. Et surtout, on peut l'appliquer aux méthodes de quantification classiques. C'est un peu comme si on remplaçait un vieux moteur rouillé par un moteur neuf, parfaitement compatible avec les outils de la mécanique quantique. Maintenant qu'on peut quantifier l'espace-temps, une idée incroyable apparaît. Et si l'espace n'était pas continu, mais composé de petites unités indivisibles, un peu comme la matière est faite d'atomes? C'est ici qu'intervient le concept central de la gravitation quantique à boucle, les réseaux de spin. Mais alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des graphes quantiques. Chaque nœud représente des grains de volume, qu'on appelle aussi quanta comme on l'a vu avant. Et les arêtes qui relient les nœuds portent des spins, des nombres quantiques qui codent des surfaces. Et pour 98% d'entre vous, ce que je viens de dire, c'était plus compliqué que du chinois. Alors, laissez-moi simplifier. Imagine une toile d'araignée ou un filet de pêche suspendu dans le vide. Chaque nœud du filet est un minuscule paquet d'espace, et chaque fil entre les nœuds représente une surface qui sépare deux zones. Ce n'est plus une nappe lisse, mais une structure tissée, où l'espace est constitué d'un réseau mesuré. Ces réseaux de spin ne sont pas une approximation de l'espace. Ils sont l'espace,
à l'échelle la plus fondamentale. Et ce qui est vraiment nouveau avec la gravitation quantique à boucle, c'est que même des choses aussi basiques que la surface ou le volume deviennent quantifiées. Mais alors ça veut dire quoi? Eh bien, tout simplement qu'on ne peut pas mesurer n'importe quelle surface ou n'importe quel volume. Il existe une valeur minimale, une sorte de grain fondamental de l'espace. Un peu comme si l'espace était fait de pixels ou de petits cubes indivisibles. On peut avoir un volume, 2 volumes, 3 volumes, mais jamais 2,3 ou 2,7 fois ce volume de base. Il n'y a pas d'espace entre deux grains exactement, comme il n'y a pas d'entier entre 1 et 2. C'est comme si tu zoomais sur un tableau. À distance, tout semble lisse et continu. Mais en zoomant, tu découvres qu'il est fait de petits points de peinture, de pixels fondamentaux. L'espace-temps, dans cette théorie, est granulaire. Et ce grain est fondamentalement pas une imperfection. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'air minimal est de l'ordre de 10 puissance moins 70 mètres carrés. Et le volume minimal, lui, est autour de 10 puissance moins 105 mètres cubes. Autrement dit, bien en dessous de tout ce qu'on peut imaginer mesurer. Mais conceptuellement, c'est essentiel. Et c'est précisément de là d'où vient le nom de gravitation quantique à boucle. Dans cette formulation, les états de l'espace-temps sont représentés par des boucles fermées, les boucles de Wilson. Et l'un des points les plus ultra importants de cette approche, c'est qu'on ne part pas d'un espace vide. Il n'y a pas de géométrie en arrière-plan. La géométrie émerge des boucles et de leur enchevêtrement. C'est comme si tu construisais un bâtiment sans sol au départ. Le sol se crée au fur et à mesure que tu poses les briques. Dans cette magnifique théorie, l'espace n'est pas un décor. C'est le produit des relations quantiques entre les boucles. Cette vision pixelisée de l'espace est un des grands principes hérités de la relativité générale, mais qui est très difficile à intégrer dans la physique quantique standard, chose qui est prise très au sérieux dès le départ par la gravitation quantique à boucle. Bon, jusqu'à maintenant, on a surtout parlé de l'espace, mais qu'en est-il du temps? Dans la physique classique, on fige le temps pour étudier l'espace à un instant donné. Mais pour décrire l'évolution de l'espace quantique, on utilise une autre structure, les spinforms. Ce sont des sortes de films 4D formés de réseaux de spin qui évoluent dans le temps. Alors oui, je sais c'est pas forcément évident, mais on va voir ça différemment. Imagine un folioscope. Vous savez les livres où on représente le mouvement en faisant défiler les pages à une certaine vitesse. Sauf qu'ici, chaque page représente un réseau de spins statiques, une sorte d'image figée de l'espace. Et quand tu tournes les pages, l'espace change. Les spinforms, ce sont ces transitions, la colle entre les pages. C'est la dynamique quantique de la géométrie. Ce qu'on vient de voir, c'est un changement complet de point de vue. L'espace-temps n'est plus une nappe continue, c'est un tissu discret fait de nœuds et de fils quantiques. Ses propriétés géométriques, comme l'air ou le volume, sont quantifiées, comme l'énergie dans un atome. Et sa dynamique est décrite par des structures en évolution, les spinforms. C'est ça la vision de la gravitation quantique à boucle. Une vision audacieuse, mathématiquement exigeante, mais profondément enracinée dans les principes d'Einstein et de la physique quantique. On pourrait s'arrêter là. La physique quantique et la relativité générale ne font plus qu'un. C'est ce qu'on voulait. Mais maintenant, on va aller encore plus loin. On va aller voir les tréfonds de cette théorie. Et quand on commence à creuser un peu, une question apparaît. Si le temps lui-même est émergent, comment expliquer le flux du temps? Et surtout, qu'est-ce que le temps dans une théorie sans espace-temps de fond? Eh bien, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que si l'espace et le temps ne sont plus les fondations, mais des structures émergentes, alors il faut totalement repenser notre façon de décrire le changement, le mouvement, la causalité. Dans un univers sans toile de fond, sans repère fixe, comment dire qu'un événement arrive après un autre? Comment reconstruire la même notion d'avant et d'après, quand il n'y a plus de montre universelle qui tic-tac quelque part? Eh bien, c'est exactement ce que la gravité quantique à boucle essaie de faire. Elle propose une toute nouvelle manière de penser la dynamique de l'univers. Non plus à partir d'un temps qui s'écoule, mais à partir des relations entre les états quantiques de la géométrie. Alors, pour comprendre tout ça, on va plonger dans l'un des concepts les plus puissants et les plus étrangers de la théorie, les spinforms. Un monde où l'évolution ne se déroule pas dans le temps, mais à travers les structures elles-mêmes. Parce que comme on l'a vu, à une toute petite échelle, l'espace n'est pas continu, mais granuleux. Il est comme composé de briques, un véritable Lego cosmique. Mais si l'espace est fait de grains, comment bouge-t-il? Comment ces blocs d'espace évoluent? Et surtout, où est passé le temps? Eh bien,
c'est ce qu'on va voir maintenant. Et vous allez voir que la gravitation quantique à boucle propose une idée profondément contre-intuitive. Le temps n'est peut-être pas fondamental. Il serait une illusion. Mais avant même de parler de gravité quantique, il faut se rappeler que la relativité générale d'Einstein a déjà mis un gros coup dans l'idée de temps universel. Eh bien oui, souvenez-vous. Dans la vision newtonienne, il existait un temps absolu universel, qui s'écoule pour tout le monde de la même façon, où qu'on soit dans l'univers. Mais la relativité, elle, nous dit tout autre chose. Le temps s'écoule différemment selon la vitesse à laquelle tu bouges. Il ralentit près des champs gravitationnels puissants. Il peut se dilater, se contracter et même sembler se figer pour certains observateurs. Donc déjà ici, le temps dépend du contexte. Il n'est plus une toile de fond neutre, mais une variable dynamique liée à l'espace. Et maintenant, avec la gravité quantique, on pousse cette idée encore plus loin. Tout simplement parce que dans les équations fondamentales de la gravitation quantique à boucle, il n'y a pas de variable temps explicite. Le temps ne figure nulle part dans la formulation canonique de la théorie. Et aussi fou que ça puisse paraître, ce n'est pas un oubli. Au contraire même, c'est voulu. Parce qu'à l'échelle de Planck, le temps n'existe pas au sens classique. C'est ce qu'on appelle parfois le problème du temps en gravité quantique. Mais du coup, comment décrire le changement dans un monde où le temps ne figure plus parmi les variables fondamentales? Autrement dit, comment décrire une dynamique sans temps? Eh bien, pour y répondre, la théorie va passer à travers les relations entre états d'espace. Parce que, si vous vous souvenez bien, un état d'espace est représenté par un réseau de spins. Un graphe abstrait avec des nœuds et des liens, chacun portant un quantum de volume ou d'air. Donc plutôt qu'à d'avoir un espace continu qui bouge dans le temps, on a une succession de réseaux de spins qui se transforment les uns en les autres. Imagine un film d'animation en stop motion. Chaque image est une photographie figée d'une scène, une position, une forme, un décor. Et quand tu fais défiler rapidement toutes les images, ton cerveau perçoit un mouvement fluide. Eh bien, dans la gravitation quantique à boucle, c'est un peu pareil. Chaque réseau de spins est une image d'un état de l'espace. Et l'ensemble de toutes les transitions possibles entre ces réseaux, et comme on l'a vu rapidement tout à l'heure, ça donne un objet qu'on appelle un spinfoam. C'est la trame dynamique qui relie tous les réseaux. Elle décrit l'évolution de la géométrie. Mais attention, cette évolution n'est pas dans le temps. Elle est le temps. Alors si le temps n'est pas fondamental, d'où vient notre sensation du passé, présent ou futur? Eh bien, une des réponses probables serait de dire que le temps émerge. Un peu comme la température. Par exemple, on sait qu'une molécule toute seule n'a pas de température. Mais si on prend des milliards de molécules qui s'agitent et se frottent les unes aux autres, là, tu peux définir une température moyenne. De la même manière qu'un état quantique individuel n'a pas de temps en soi. Mais lorsqu'on regarde des configurations collectives de réseaux de spin à grande échelle, une sorte de temps moyen pourrait émerger. Autrement dit, ce qu'on appelle le temps pourrait n'être qu'un effet à l'échelle macroscopique, l'échelle où notre œil est capable de voir. Ce serait comme un ordre statistique, une impression de flux qui naît quand des structures fondamentales interagissent. Mais est-ce qu'on a des preuves? Est-ce que c'est testable? Ça, c'est une bonne question. Dans les équations de cette magnifique théorie, eh bien, on peut en principe calculer les probabilités de transition entre différents états géométriques. Et ça, notamment grâce aux spinfoams. Ça permettra un jour de faire des prédictions sur des phénomènes où le continu de l'espace-temps casse. Des endroits où notre logique perd tout son sens, comme l'intérieur des trous noirs, au tout début de l'univers, juste après le Big Bang, ou dans des expériences extrêmes d'énergie. Et là, on pourrait tester indirectement l'émergence du temps, ou peut-être au moins l'existence de cette géométrie quantique. Alors, il y a eu pas mal d'infos, mais pas de panique, petite synthèse. On vient de voir que dans la gravité quantique à boucle, le temps n'est plus un fondement, mais une conséquence. En fait, on décrit la dynamique par des transitions entre réseaux de spin, via les spinfoams, ce qui permet de donner une vision pixelisée et quantifiée du changement. En réalité, le temps tel qu'on le connaît émerge statistiquement, comme la température. Et un jour, peut-être, cette approche permettra de mieux comprendre le Big Bang, les trous noirs, ou la nature même de la réalité. Bon, maintenant qu'on a compris les grandes lignes de la gravitation quantique à boucle, on va se poser une question essentielle. À quoi ça sert concrètement? Est-ce que cette théorie, purement théorique, peut dire quelque chose de testable sur notre univers réel? Eh bien oui. Et c'est là que ça devient passionnant.
Parce que la gravitation quantique à boucle prédit des choses très intéressantes. Surtout dans les régimes extrêmes, là où la gravité classique s'effondre et où la relativité générale est dépassée. Prenons le cas des trous noirs. Classiquement, un trou noir est une région de l'espace-temps tellement courbée que rien ne peut en sortir, même pas la lumière. Et si on va jusqu'au centre, boum, singularité. Un point où la densité devient infinie, où l'espace-temps s'effondre et où nos équations ne veulent plus rien dire. Mais dans la gravité quantique à boucle, ce scénario est remplacé. La singularité est éliminée. Alors pourquoi ? Eh bien parce que l'espace lui-même ne peut plus se comprimer indéfiniment. Il est granulaire, quantifié, structuré en petits volumes minimaux, donc impossible de descendre en dessous. Résultat, quand la matière s'effondre dans un trou noir, elle rebondit au lieu de s'écraser dans une singularité. Ce rebond donne lieu à un astre purement hypothétique, mais incroyablement fascinant, une étoile de Planck. Et sachez que j'en ai parlé très récemment sur cette chaîne, donc à la fin de cette vidéo, je vous redirigerai vers cette vidéo justement sur les étoiles de Planck. Et vous allez voir, c'est hyper fascinant, il faut absolument que vous alliez voir ça. Bref, parce qu'en soi, l'étoile de Planck, c'est un peu comme là une sortie quantique d'un trou noir. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien en fait, l'idée, c'est que dans le cœur du trou noir, la densité atteint un seuil critique, où les effets de la gravité quantique deviennent dominants. C'est comme si la pression quantique, celle des grains d'espace, prenait le dessus sur l'effondrement gravitationnel. Et à ce moment-là, un phénomène radical se produit. La courbure de l'espace-temps s'inverse. L'objet cesse de s'effondrer et rebondit. Ce rebond peut produire une structure très dense, très petite, mais stable pendant un certain temps. On vient d'assister à la naissance d'une étoile de Planck. Un objet ultra compact, plus petit qu'un atome, mais contenant toute la masse du trou noir initial. Une sorte d'historique complet et miniature de l'information absorbée par le trou noir. Une carte SD qui peut stocker des dizaines de millions d'années d'informations, et qui pourtant ne dépasse pas la taille d'un atome. Mais c'est pas tout. Avec le temps, cette étoile pourrait relâcher l'information piégée dans le trou noir, et même s'ouvrir sous une forme d'un jaillissement de matière ou de rayonnement, après une très longue période. Une sorte de renaissance quantique du trou noir, ou pourquoi pas, un nouveau Big Bang. Ouais, vous avez bien entendu. Mais comment c'est possible ? Eh bien, si vous ne le savez pas, la relativité générale nous dit que les trous noirs ne sont pas immortels. Ils s'évaporent doucement, mais sûrement, guidant les trous noirs vers une mort certaine. Et ce processus d'évaporation, il a un nom. C'est le rayonnement, ou l'évaporation de Hawking. En fait, les trous noirs perdraient de la masse en émettant un rayonnement thermique, jusqu'à disparaître complètement au bout de plusieurs milliards d'années. Mais ce modèle posait un énorme problème. Où va l'information ? Eh bien oui, parce que selon la physique quantique, l'information ne peut pas disparaître. Mais dans un trou noir, elle semble perdue à jamais. Et c'est là que l'étoile de Planck entre en jeu, parce qu'elle pourrait simplement stocker l'information pendant des milliards d'années et la relâcher à la fin de l'évaporation sous forme d'un petit souffle lumineux. Résultat, plus de singularité, plus de perte d'information et une résolution possible du paradoxe de l'information des trous noirs. Mais c'est pas tout. La gravitation quantique à boucle permet aussi de remonter le temps jusqu'à l'origine de l'univers. Et ce qu'on découvre est encore plus fou. Et si on applique cette théorie à l'univers tout entier, en supposant qu'il est homogène et isotrope, et donc qu'il est le même partout, on obtient ce qu'on appelle la Loop Quantum Cosmology, ou LQC. Et là, surprise, le Big Bang disparaît. Ce qu'on pensait être l'origine de l'univers s'envole des tables où sont posés des calculs prodigieux. Il n'y a plus de Big Bang. Non. À la place, on a un Big Bounce. Mais à quoi ça correspond ? Eh bien, pour y répondre, la gravitation quantique à boucle nous emmène loin dans le passé. Tellement loin qu'on se retrouve quelques instants avant le commencement. En fait, la théorie nous dit que l'univers ne part pas d'un point infiniment petit, mais qu'il existait déjà quelque chose avant le Big Bang. Un univers précédent, en contraction, qui s'est effondré jusqu'à une densité critique, et qui a rebondi pour donner naissance au nôtre. Et là encore, grâce à la structure granulaire de l'espace, il existe une densité maximale au-delà de laquelle le rebond est inévitable. Alors c'est pas juste une hypothèse philosophique. Ce rebond peut laisser des traces dans les toutes premières fluctuations de l'univers, observables dans le fond diffus cosmologique, la plus vieille lumière de l'univers, une sorte de rayonnement fossile du Big Bang. C'est pas évident à imaginer ce concept. C'est pour ça que je vous propose d'imaginer un trampoline. Vous sautez dessus, puis plus vous descendez,
plus la toile se tend, jusqu'à un point de résistance maximale. Vous ne pouvez plus aller plus bas, parce que la toile devient trop tendue, trop rigide. Et à ce moment-là, boum, tu rebondis. L'énergie accumulée vous renvoie vers le haut. Eh bien, le Big Bang, c'est un peu ça. L'univers, au lieu de s'effondrer dans une singularité infinie, comme un Big Bang classique, aurait atteint une sorte de toile cosmique quantique. Un seuil de densité maximale dicté par la structure granulaire de l'espace. Et au lieu de s'écraser, il aurait rebondi, donnant naissance à notre univers actuel. Donc au lieu d'un commencement absolu, on aurait eu un retour de flamme cosmique. Un rebond d'un univers précédent. Ça nous fait une belle jambe de se visualiser tout ça. Mais est-ce que ces prédictions sont testables? Eh bien là, on touche à un des points les plus puissants de la théorie. Parce que oui, elle est testable, du moins indirectement. Par exemple, certaines visions de la gravitation quantique à boucle suggèrent qu'elle pourrait atténuer certaines irrégularités dans l'univers primitif. Des fluctuations d'énergie trop fortes qui, sans ça, devraient apparaître partout. Et justement, dans ce fond diffus cosmologique, cette lumière fossile qui baigne tout l'univers, on a repéré quelques anomalies étranges. Des zones un peu plus calmes que prévu. Alors, peut-être que ce n'est rien. Mais peut-être aussi que c'est la signature discrète d'un espace-temps quantique. Autre piste super intéressante, les zones gravitationnelles primordiales. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont tout simplement des sortes de vibrations de l'espace-temps, qui auraient été créées juste après le début de l'univers. Et si notre univers vient d'un rebond, un Big Bang plutôt qu'un Big Bang classique, alors ces ondes auraient une forme bien particulière. Et si un jour on arrive à les détecter, eh bien leur signature pourrait trancher entre deux scénarios. Un univers qui démarre à partir de rien, ou un univers qui renaît d'un autre. Quoi qu'il en soit, cette théorie s'inscrit comme étant une candidate sérieuse pour notre fameuse théorie du tout. Mais ce n'est pas la seule. Et avant de voir les avantages ou les inconvénients de la gravitation quantique à boucle, on va faire un petit résumé. Bon, déjà, cette théorie peut totalement changer notre vision de l'univers. Elle supprime les singularités, qu'elles soient dans les trous noirs ou au commencement de l'univers. En supprimant la singularité du Big Bang, elle introduit une structure minimale de l'espace, un seuil de densité au-delà duquel l'énergie et la matière rebondissent. De ce fait, elle permet une origine rebondie de l'univers, le Big Bang. Et ça c'est fou. Avec la même logique, elle offre une explication possible à la fin des trous noirs, les étoiles de Planck, véritable historique de l'information emmagasinée par les trous noirs tout au long de leur vie. Mais le plus important, c'est qu'elle ouvre la voie à des tests observationnels indirects, ce qui n'en fait plus un modèle juste spéculatif, mais une vraie théorie physique. En bref, la gravité quantique à boucle, ce n'est pas juste une jolie idée mathématique, c'est une vision nouvelle de l'espace-temps, qui pourrait bien nous aider à comprendre les mystères les plus profonds de notre univers. Des trous noirs à l'origine du cosmos, du temps qui rebondit à la matière qui renaît. On est peut-être en train de poser les bases d'une nouvelle cosmologie quantique. Bon, maintenant qu'on a bien exploré les fondations et les applications de la gravitation quantique à boucle, il est temps de la remettre en contexte. Parce que, comme on l'a vu, elle n'est pas la seule théorie en lice pour être la théorie du tout. Une théorie qui expliquerait tous les phénomènes de l'univers, peu importe l'échelle. D'autres visions du monde existent, comme la théorie des cordes, ou les approches plus récentes basées sur l'information ou les réseaux de causalité. Mais alors, où en est-on vraiment avec la gravitation quantique à boucle? Qu'est-ce qui la rend crédible? Mais aussi, quels sont ses points faibles? Bon, déjà, sans parler de réels avantages, la gravitation quantique à boucle a de nombreux points forts. Premier gros point fort, c'est l'indépendance du fond. C'est même l'un des plus gros atouts de la LQC. Je m'explique. Cette théorie ne suppose aucun espace-temps fixe en arrière-plan. Autrement dit, elle ne place pas ses équations dans un décor prédéfini. Elle construit le décor lui-même. Et ça, c'est totalement en phase avec l'esprit de la relativité générale, où l'espace-temps est dynamique, courbé par la matière. Elle pousse cette idée jusqu'au bout. Elle quantifie l'espace-temps au lieu de poser un espace figé et de le remplir. C'est un peu comme si, au lieu de dessiner un jeu de société sur un plateau rigide, tu fabriquais les cases du jeu elles-mêmes à partir de petites briques, case par case, sans avoir besoin d'un tapis en dessous. Deuxième gros point fort, c'est la numérotation naturelle de l'espace. Air, volume, longueur ne peuvent prendre que certaines valeurs précises, un peu comme des pixels. Et cette granularité, ce côté quantifié, protège une théorie contre les infinis qui posent problème dans les autres modèles.
C'est exactement ce qui permet à cette théorie d'éviter la singularité du Big Bang, ou de proposer une structure à l'intérieur des trous noirs. Enfin, la gravitation quantique à boucle repose sur des bases mathématiques solides. Elle utilise des outils issus de la géométrie différentielle, de la topologie, de la théorie des représentations. Et c'est une construction mathématique robuste, testée, cohérente. On est très loin des idées floues. Chaque objet mathématique est clairement défini, calculable, vérifiable au niveau formel. Mais évidemment, tout n'est pas rose. Mais qu'est-ce qui ne va pas alors? Eh bien, plusieurs choses. Déjà, le lien entre les particules et le modèle standard reste flou. C'est sans doute le talon d'Achille de cette théorie aujourd'hui. Autant elle décrit très bien la géométrie quantique de l'espace-temps, autant elle a du mal à intégrer la matière, les particules, les interactions électromagnétiques faibles ou fortes. En fait, elle ne prédit pas naturellement les quarks, les électrons et d'autres particules. Contrairement à la théorie des cordes, qui, elle, incorpore dès le départ des objets qui ressemblent à des particules. Donc, pour faire le pont entre la géométrie quantique et les particules, il reste encore du chemin. Un autre problème, c'est l'énorme complexité de ce modèle. Parce que, mathématiquement parlant, la gravitation quantique à boucle est très dense, très technique. Manipuler les réseaux de spin, les opérateurs quantiques de géométrie, les amplitudes de transition dans la version spin-foam ou toute autre propriété, ça demande une maîtrise extrême de l'outil mathématique. Et parfois, ça crée une barrière à l'entrée, même pour les chercheurs. Mais le point le plus désavantageux, c'est sans doute son manque de popularité. Parce qu'elle est bien moins médiatisée que la théorie des cordes. Et oui, faut l'admettre, la théorie des cordes a pris une avance médiatique énorme. Elle a attiré plus de chercheurs, plus de financement, plus de hype. Beaucoup de gens entendent parler des cordes, des 11 dimensions, de la supersymétrie. Mais très peu ont entendu parler des réseaux de spin, de quantification canonique ou de spin-foam. Et ça, c'est un effet réel. Moins de visibilité, moins de résultats publiés, moins de pression pour la tester expérimentalement. Mais ce n'est pas parce qu'elle est moins connue qu'elle n'a pas pour autant été testée. Mais d'ailleurs, où est-ce qu'on peut retrouver ces prédictions vérifiables? Eh bien, c'est là la grande question. Une théorie scientifique doit être testable. Et même si la gravitation quantique à boucle commence à faire quelques prédictions indirectes, comme les anomalies du fond diffus cosmologique ou encore la signature du Big Bang, on est encore loin d'une validation expérimentale claire. Et en plus du fait que la gravité quantique, en général, reste hors de portée des accélérateurs actuels. Et les signaux cosmologiques sont difficiles à distinguer du bruit de fond. Mais on progresse. Et au fait, on n'a pas parlé, mais on a un autre problème. Qu'est-ce qu'elle devient la matière dans cette théorie? Eh bien, on ne sait pas trop. On commence à explorer des idées, ajouter des champs de matière sur des réseaux de spin, ou faire émerger les particules comme des défauts géométriques, des excitations particulières de l'espace-temps. Et pour l'instant, il manque encore un lien clair entre la LQG et le monde réel des particules. En fait, on a une géométrie qui tient la route. Mais maintenant, il faut chercher des habitants de cette géométrie. Donc, si on fait le point, la gravitation quantique à boucle, c'est une théorie solide, mathématiquement cohérente et fidèle à l'esprit de la relativité. Elle résout de vrais problèmes, comme les singularités ou les infinis. Elle propose des idées testables, même si c'est encore indirect. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, elle n'est pas encore reliée complètement à la matière. Elle reste mathématiquement très technique. Elle souffre d'un déficit de visibilité par rapport aux autres théories. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une théorie du tout? Eh bien pas encore. Mais elle est une candidate sérieuse avec une perspective claire. Reconstruire l'univers depuis l'espace-temps lui-même. Et après tout ce qu'on vient de voir, dès ses fondations mathématiques jusqu'à ses applications au trou noir et au Big Bang, une question se pose. Est-ce que cette théorie change vraiment notre manière de voir l'univers? Eh bien la réponse est simple. Tout. Elle change littéralement tout. Car au-delà des équations, la gravitation quantique à boucle nous propose une vision radicalement différente du réel. Déjà, si elle s'avère vraie, alors l'espace et le temps ne sont plus ce qu'on croyait. Je m'explique. Pendant des siècles, on a imaginé l'espace et le temps comme des contenants. Un peu comme un grand échiquier vide sur lequel on pose des pièces de jeu. Les objets se déplacent dans l'espace. Les événements se succèdent dans le temps. Mais eux, les contenants, restent là, fixes, passifs. Et bien, la gravitation quantique à boucle a juste démoli cette idée. Dans cette approche, l'espace et le temps ne sont pas des décors, mais des acteurs. Ils sont eux-mêmes construits, pixelisés, quantifiés à partir de structures fondamentales. Les réseaux de spin. Il n'y a pas un espace dans lequel tout se joue. L'espace
c'est ce qui émerge du jeu lui-même. Et le temps alors? Eh bien, encore plus surprenant et contre-intuitif, le temps ne s'écoule pas comme un fleuve. Il est relationnel, lié à des changements d'état, à des interactions. Et dans certaines versions de la théorie, le temps n'existe même pas comme entité indépendante. C'est comme si, en zoomant suffisamment, on découvrait que le film de l'univers n'était pas une vidéo continue, mais une succession de diapositives, un enchaînement de transitions sans fluide temporel. Et donc, d'après tout ça, ça voudrait dire que l'univers n'est pas qu'un décor, c'est un processus. Dans cette perspective, l'univers n'est plus une scène, mais une pièce de théâtre en perpétuelle transformation. Il ne propose plus sur un fond fixe, mais se construit à chaque instant par des relations entre ces éléments. Ce que cette théorie nous propose, c'est en fait une vision dynamique du réel. Un monde fait d'événements, de boucles et d'échanges d'informations. L'univers devient un processus auto-organisé, un peu comme un grand réseau social quantique, où tout dépend de tout. Mais mine de rien, et malgré son manque de popularité, cette théorie est une vraie révolution. Mais est-ce que ça en fait une théorie totalement unifiée? Eh bien, malheureusement non. Cette théorie, aussi élégante soit-elle, n'est pas encore complète. Elle décrit l'architecture de l'espace-temps, mais pas encore les habitants de cette architecture, les particules fondamentales. L'un des plus grands défis à venir, c'est donc de réunifier la gravitation quantique à boucle avec le modèle standard, c'est-à-dire intégrer la matière comme les quarks ou encore les neutrinos, et intégrer les champs de force, qu'ils soient électromagnétiques ou nucléaires. Plus tard, quand on aura suffisamment avancé, il faudra peut-être intégrer la conscience de l'observateur, à la frontière de la physique et de la philosophie. Autrement dit, la gravitation quantique à boucle n'est pas encore une théorie du tout, mais elle en constitue un pilier majeur. Elle fournit le squelette, la structure profonde de l'univers, sur lequel les autres forces vont venir se greffer. Et sans l'air de rien, avec cette révolution conceptuelle, viennent plein de questions fascinantes. Peut-on observer les pixels de l'espace? Est-ce que cette granularité de l'espace laisse des traces mesurables? Par exemple, dans les ondes gravitationnelles primordiales, ou dans le fond diffus cosmologique. Peut-être qu'un jour, avec des instruments ultrasensibles, on pourra voir les bords de ces grains d'espace, comme on voit les pixels d'un écran très zoomé. Mais aussi des questions beaucoup plus humaines, comme par exemple, est-ce que cette théorie est une révolution philosophique? Eh bien, c'est là que cette théorie dépasse la physique. Elle touche à notre rapport au monde, la philosophie. Parce que c'est vrai ça. Si on admet une seconde que la théorie soit vraie, que l'espace-temps ne soit qu'un gigantesque filet où le temps dépend des interactions, entre les nœuds de ce filet, le réel est-il calculable? Eh bien oui. Parce que si l'espace est quantifié, discret, fini dans sa structure, alors peut-être que tout l'univers est programmable. Comme une gigantesque simulation physique. Ou au contraire, est-ce que la complexité du réel dépasse ce qu'on ne pourra jamais formaliser? Par là, je veux dire que le monde est-il fait de relations ou de choses palpables, comme des objets? Eh bien ça, c'est une idée très forte portée par la gravitation quantique à boucle et partagée par la mécanique quantique. Il n'existe pas d'objet isolé. Tout ce qui existe par ses interactions, ses connexions avec le reste. Les distances, les formes, le temps lui-même ne sont que le résultat de ces relations. C'est une pensée proche de certaines philosophies orientales ou de l'approche bouddhiste. Le monde est un réseau d'interdépendance, et non une collection d'entités séparées. Alors voilà, la gravitation quantique à boucle, ce n'est pas juste une tentative pour combler un trou dans nos équations. C'est une nouvelle ontologie, une nouvelle cosmologie, une manière de voir l'univers comme un tissage dynamique de relations, où l'espace, le temps et même la réalité émergent des interactions les plus fondamentales. Est-ce la bonne voie? Eh bien, on ne sait pas encore. Mais ce qu'elle nous offre, c'est une boussole pour explorer autrement l'univers. Alors, que retenir de ce long voyage à travers les profondeurs de l'espace-temps? On a exploré l'une des théories les plus audacieuses du XXe et XXIe siècle, la gravitation quantique à boucle. Son ambition est claire, réconcilier la relativité générale et la mécanique quantique, deux piliers de la physique moderne qui jusqu'ici refusent de cohabiter. Et pour ça, elle propose une approche radicalement nouvelle. L'espace et le temps ne sont plus continus, mais pixelisés à une échelle infiniment petite, l'échelle de Planck. L'univers ne serait plus un contenant, mais un réseau quantique de relations géométriques. Les singularités, comme celle du Big Bang ou des trous noirs, disparaissent, remplacées par des processus quantiques bien définis, complexes
et encore improbables. C'est comme ça que sont nés des concepts totalement fous comme le Big Bounce, les étoiles de Planck ou encore les rebonds cosmiques. Et même si cette théorie n'a pas encore livré toutes ses preuves expérimentales, elle représente un changement de paradigme profond. Elle bouleverse notre compréhension de ce qu'est le réel en suggérant que la structure même de l'univers est granulaire, dynamique et fondée sur l'information. En ce sens, la gravitation quantique à boucle est bien plus qu'une tentative technique. C'est une reconstruction complète de notre rapport au monde, où le décor devient acteur, et où le flux du temps devient un phénomène émergent, et où la géométrie devient quantique. Mais il faut aussi garder la tête froide, parce que pour l'instant, la gravitation quantique à boucle n'a pas été falsifiée, ni confirmée. Elle ne fournit pas encore de prédictions directes que l'on puisse vérifier facilement. Elle a aussi encore du mal à intégrer toute la richesse du modèle standard, comme la matière, comme on l'a dit, les interactions ou encore les différentes symétries. Enfin, elle reste très complexe sur le plan mathématique, et moins médiatisée que d'autres approches comme la théorie des cordes. Mais malgré tout ça, il faut noter que cette théorie, elle résout bien des problèmes. Elle évite les infinis, ce qui est extrêmement important en physique quantique, parce que là-bas, ils n'ont aucun sens. Elle est indépendante du fond, donc elle ne suppose pas un espace-temps donné. Et puis, elle fait des prédictions indirectes testables dans les décennies à venir. Par exemple, via les traces laissées dans le fond diffus cosmologique, ou les ondes gravitationnelles primordiales. Bref, la route est encore longue pour accepter ou réfuter cette incroyable théorie. Mais c'est pas tout. Parce que si d'un point de vue scientifique, les questions sont résolues une par une, d'un point de vue philosophique, c'est une autre affaire. Parce que la gravitation quantique à boucle nous force à poser des questions surprenantes. Et si l'espace lui-même était codé comme une gigantesque trame quantique? Et si le réel n'était pas fait de choses, mais de relations? Et si notre intuition d'un monde lisse et continu était simplement une illusion d'échelle? Une chose est sûre, nous sommes peut-être aujourd'hui, avec cette théorie-là et d'autres, comme la théorie des cordes, à l'aube d'un tournant historique. Un de ces moments où la science ne se contente pas de progresser. Elle change de regard. Elle ose repenser ce qu'elle croyait acquis. Alors, la gravitation quantique à boucle, impasse ou futur de la physique? Eh bien, on ne peut pas encore trancher. Mais je vous laisserai me dire votre avis en commentaire. Une chose est sûre, c'est qu'elle a déjà changé la manière dont on rêve l'univers. Et parfois, c'est en changeant notre manière de rêver qu'on finit par découvrir une vérité plus profonde. Je vous mets une vidéo ici sur la fameuse théorie des cordes et une vidéo ici, comme je vous l'avais dit, sur les étoiles de Planck. Vous allez voir, c'est fascinant, regardez celle que vous voulez. Sinon, je vous mets une playlist ici, ça vous permet de changer de sujet et vous avez juste à la lancer sans prise de tête et vous allez forcément tomber sur une vidéo qui vous plaît. Merci aux membres de la chaîne, merci à ceux qui me suivent sur Spotify. C'était Zebrolos, à bientôt.